Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la grande plénière de ce congrès du télétravail 2021. Le bouleversement par l'inédit, comment repenser notre rapport au travail à l'ère post-Covid? Question qu'on va poser à nos invités. Vous allez pouvoir échanger pendant cette plénière via le chat qui est sur cette fenêtre et qui vous permet de poser des questions, d'interpeller les intervenants, de réagir évidemment également en direct. Bonjour à Catherine Pinchot, secrétaire nationale de la CFDT. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce congrès. Benoît Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président délégué de la NDRH. Vous êtes également le DRH de L'Oréal. Bonjour à François Bonnet. Bonjour. Vous êtes assureur et membre du COMEX 40 du MEDEF. Et puis à distance avec nous, Yves Grandmontagne. Bonjour Yves Grandmontagne. Président du LabRH, bonjour à vous. Et également à distance, Axel David, professeur fondateur du Cercle de l'innovation à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour Albert David. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Albert David, pour poser le cadre. Alors, vous êtes un fanat de tout ce qui est innovation managériale, donc j'imagine que la période qu'on vient de vivre vous a particulièrement intéressé et interpellé. Quand on parle de travail, d'inédit, de bouleversement, de management de différents, ça remonte à quand? Votre travail, vos travaux remontent à quand? Les travaux sur le management, en fait, on peut remonter aussi loin qu'on veut. Vous allez trouver dans l'Antiquité romaine des textes sur la gestion, dans un sens de gestion qui est nouveau à l'époque romaine à ce moment-là, au sens non pas de faire ou d'exécuter, mais au sens de gouverner, d'assumer une charge, le guerrere qui a donné gérer. On peut aussi remonter à la fin du 19e siècle sur un côté plus systématique du management, avec Taylor, avec des approches dans des grandes entreprises américaines où on systématise les bonnes pratiques. Et puis, on peut aussi, sur le télétravail proprement dit, par exemple, constater que ça fait quand même très très longtemps qu'on parle de travail à distance, hein, on pourrait même dire plusieurs siècles. En revanche, le mot télétravail lui-même apparaît, par exemple, dans le journal Le Monde en France en 1979. Les Anglais parlent de télécommuting un petit peu plus tôt, et on peut remarquer que commuting et travail, c'est pas tout à fait la même chose dans l'expression. Donc le management, c'est vieux comme le monde, on pourrait dire, même si le mot lui-même est plutôt un mot de fin 19e et 20e siècle. Nous avons vécu un grand bouleversement depuis mars de 2020. C'est vraiment l'inédit. On n'avait pas connu, on n'avait pas vécu ça. Par quoi il va falloir repasser pour que tout refonctionne normalement et pour qu'on puisse se projeter et prolonger? En fait, si vous permettez, je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière. Je citais cet article du journal Le Monde de 1979. C'est intéressant de regarder ce qu'il y avait dedans, parce que ça fonctionne, vu d'aujourd'hui, comme une sorte d'inversion des craintes. On parle, je cite, de la crainte de la télématique dangereuse, celle qui tue le travail et l'autonomie. On dit, et c'est le président Giscard d'Estaing qui dit ça même à une conférence où il intervient en ouverture, il faut veiller à ce que l'informatique soit l'instrument de la décentralisation des décisions. Et à ce moment-là, la crainte, c'est plutôt que le contact direct que permet la ligne téléphonique, la visio, le téléx, etc., permettent de tout contrôler à distance et que du coup, on recentralise tout. Un peu comme dans les temps modernes de Chaplin, vous voyez cette scène avec le patron qui, avec ses écrans de télé depuis son bureau, donne les ordres, en fait. Alors, ça, c'est une première phase. Ensuite, le deuxième article du Monde qui parle de télétravail, c'est octobre 1980. Il y a des journées internationales sur le télétravail qui sont organisées par l'Institut pour le développement et l'aménagement des télécoms et de l'économie. Et là, on dit, finalement, les médias électroniques vont permettre des interactions sociales plus riches. Les villes perdraient une partie de leur raison d'être, hein, puisque au fond, quand elles sont trop grosses, en plus, on n'arrive plus à se croiser, il y a du temps de transport excessif, etc. Et du coup, c'est Jacques Delors lui-même, hein, à l'époque directeur du Centre de recherche, travail et société à Dauphine, qui dit, au fond, le télétravail, les nouvelles technologies, elles permettent d'insérer la société dans une économie où chacun saura qu'il est utile dans le cadre d'une économie complexe. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué comme façon de penser, mais ça tend à dire que ces liens télématiques vont permettre des ajustements intéressants. Et lui, il dit, il y a une aspiration à l'autonomie de la part des salariés. Même, il parle d'utopie autogestionnaire. Simplement, évidemment, il voit bien qu'il y a des résistances et qu'il va falloir s'interroger sur la participation des employés, sur peut-être un nouveau contrat social qu'il faudrait créer. Hein. Donc là, on voit bien qu'on a dépassé la crainte de recentralisation de l'article précédent. Le troisième article, c'est 25 avril 81, et là, on parle de travail à domicile comme une pratique très ancienne et un peu condamnable dans certains cas, parce que ça employait plus d'1 million de femmes en 1906
en 1906 le travail à domicile. Je dis femmes parce que c'était essentiellement des travaux de couture et de choses comme ça à la maison à cette époque-là. Et c'était tombé à 35 000 dans les années 80. Et l'article dit finalement la télématique, elle pourrait finalement sortir le travail à domicile de sa tanière moyenâgeuse, parce qu'il faut voir qu'il y avait aussi du travail clandestin, de l'exploitation, etc. Donc, et du coup, on se dit dans un tas de métiers comme le textile, l'habillement, le jouet, le cuir, la chaussure, l'ameublement, etc. La télématique, évidemment, c'est compliqué d'imaginer qu'on va pouvoir coudre des vêtements à distance avec la seule télématique. Mais voilà, vous voyez qu'on revient à des pratiques qui sont d'une filiation un peu différente qu'avec le travail à domicile. Ce qui veut dire aussi que, en quelque sorte, le rayonnement fossile de cette époque-là, avec les excès d'exploitation des gens en travail à domicile, peut-être qu'ils sont encore un peu présents dans certaines craintes aujourd'hui sur le télétravail. Et puis enfin, dernier article qu'on peut citer, c'est 1991, là, on est un peu plus de 10 ans après. Il y a une expérience chez AXA notamment, il y a pas mal d'entreprises qui font des petites expériences de télétravail. Et l'étude souligne deux choses. Elle souligne à l'époque le coût des télécommunications. On n'avait pas des forfaits illimités comme aujourd'hui, donc ça coûtait vite très cher de payer de la ligne téléphonique pour travailler à distance. Et puis, par ailleurs, on cite des choses qui sont encore intéressantes aujourd'hui dans les débats post-Covid ou pendant le Covid, c'est qu'on dit il y a des risques d'isolement et de stress inhérents au système. Les salariés se trouvent déconnectés de l'entreprise et on avait beau finalement avoir prévu un essor fantastique du télétravail, on est quand même des animaux analogiques et on a besoin aussi de présence physique, d'interaction, etc. C'est pas seulement un parti pris de management, c'est peut-être une réalité biologique qu'il faut prendre en compte. Et du coup, probablement, ça veut dire que c'est une erreur de penser que le développement du télétravail peut se faire à management constant. Et si vous voulez, je pourrais développer un petit peu sur quels fondamentaux du management il faut revisiter pour repartir dans la bonne direction aujourd'hui, me semble-t-il. On y reviendra dans une deuxième phase de cette émission. Vous avez un petit musée, pour l'anecdote, à Dauphine, vous avez un petit musée qui recueille tous ces articles dont vous nous avez parlé. Oui, en fait, j'ai créé en 2018 avec quelques collègues et quelques entreprises partenaires du Cercle de l'innovation un musée du management qui, j'ai l'impression, est un peu une première. On n'avait pas vu ça avant et on essaie de couvrir le plus possible dans la chronologie que j'ai évoquée rapidement ici, des choses qui, il y a des objets dans ce musée. Il y a des pointeuses, il y a des pins du meilleur employé du mois, il y a des documents d'époque d'entreprise, il y a des reproductions d'un certain nombre d'ouvrages importants. Il y a des portraits des grands inventeurs ou inventeuses. D'ailleurs, il y a quelques femmes aussi du management. Donc, à l'occasion, bien sûr, si ça intéresse notre public, je pourrais transmettre le lien vers le catalogue du musée qui existe en ligne. Et puis, le musée s'installe lui-même un peu à la demande ici et là. Merci à vous pour cette présentation et d'avoir planté le décor. Benoît Serre, DRH de L'Oréal, vice-président de la NDRH. Un petit mot sur le nombre de salariés chez vous, chez L'Oréal? Moi, je suis le DRH de L'Oréal France. Il faut pas que... L'Oréal France, c'est très compliqué. Globalement, L'Oréal emploie à peu près 15 000 personnes en France et 85 000 dans le monde. État des lieux aujourd'hui, après avoir fait ce parcours historique avec le professeur David? C'est que je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que les choses sont en train d'avancer doucement. La petite différence peut-être, c'est que le télétravail qu'on a vécu pendant cette crise d'abord, on sait chacun que c'était un télétravail subi, mal organisé. Dans l'urgence. Mais il a fait découvrir un certain nombre de vertus qui étaient plus ou moins bien prévues d'ailleurs par les articles finalement, comme quoi les journalistes se trompent. Et je crois que ça va être difficile de revenir en arrière. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un début de complexité entre privilégier mon rythme individuel et me soumettre au rythme collectif. Et c'est ce qu'on observe dans la phase de retour qu'on connaît aujourd'hui, où on va mettre un petit temps à réguler en disant non, tout n'est pas toujours possible quand même. Il y a une sorte d'équilibre, de rééquilibrage à trouver dans la relation au travail, dans la relation à la contrainte et dans la relation à l'opportunité d'organiser différemment mon travail. Ça, c'est assez intéressant à observer, on l'observe partout. Et l'autre point, quand vous creusez, vous vous rendez compte, c'est pas que les gens ne veulent pas revenir. Vous avez vu l'étude d'Opinionway il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines qui disait que les gens ne voulaient pas revenir comme avant, à 75%, je crois, 74%.
et ben en fait, vous commencez à le vivre sur le terrain. C'est-à-dire que si jamais demain, vous avez un écart très important entre le niveau d'autonomie ou de liberté dans le travail que les gens ont chez eux et le niveau d'autonomie ou de liberté dans le travail qu'ils ont au bureau, alors là, on va commencer à avoir un problème. C'est-à-dire que les gens ne vont vraiment pas vouloir revenir, parce qu'ils auront comme s'ils avaient une semaine de travail ou 2 vies professionnelles. Une vie contrainte, hiérarchisée, structurée, présentéiste, comme on la connaît depuis toujours, et puis une vie un peu plus libre, autonome, avec de la subsidiarité, et c'est là où il faudra faire attention. Donc l'alignement de management entre je suis là ou je ne suis pas là, c'est sans doute un des défis qui devrait rapidement arriver aujourd'hui, sinon la distorsion sera difficilement supportable pour les gens. Ça, c'est un premier manque d'équilibre. L'autre, c'est aussi un manque d'équilibre peut-être entre 2 salariés. Ah, ça, c'est autre chose. C'est qu'effectivement, très vite la formule est ressortie, on a vu réapparaître le risque d'une résurgence du col blanc, col bleu entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, parce que c'est vrai, d'une certaine manière, c'est quand même un avantage de ne pas forcément prendre des transports en commun bondés en retard et tous les matins, ou d'avoir des heures de transport, ou d'avoir des contraintes, ce qui fait qu'il faut trouver la nounou pour aller chercher l'enfant, enfin, tout un tas de sujets comme ça. Et donc, effectivement, moi j'ai toujours pensé que le sentiment d'inéquité, c'est ce qu'il y a de pire dans une entreprise. Quand les gens ont le sentiment qu'ils sont inéquitablement traités sur ce sujet-là ou sur d'autres, d'ailleurs, c'est assez dévastateur, en fait, sur la culture de la boîte. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, on a une espèce d'entreprise à 2 vitesses, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, d'une part, sachant que pendant cette crise, on a vécu quand même une entreprise à plusieurs vitesses, entre ceux qui étaient là, ceux qui étaient en chômage partiel, ceux qui étaient en télétravail, ceux qui étaient... Bon. Donc là, la réunification du corps social, elle va être assez importante à faire. Et alors, effectivement, c'est assez amusant, parce que ça fait quoi, 1 an et demi qu'on nous parle de l'indemnisation du télétravail, et juste avant de ce plateau, j'en parlais avec Catherine Pachot, je suis en train de me demander si c'est pas l'inverse qu'il faut faire, en fait. S'il ne faut pas quand même veiller à voir comment on restaure l'équité vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas télétravailler, parce qu'ils perdent quand même un sacré avantage, d'une certaine manière. Eux, ils n'ont pas la liberté de déménager à 150 km, L'autre jour, c'était assez amusant, j'ai discuté avec quelqu'un en disant « c'est quoi l'intérêt du télétravail ?» Il m'a répondu « je commence l'apéro du vendredi plus tôt ». Vous voyez? Donc, je veux dire par là, c'est que c'est une anecdote, mais les gens ont une approche du télétravail positive qui est de dire ça allège ma semaine de travail un petit peu sans réduire la productivité, c'est pas la question. Donc cette inéquité de traitement, il va falloir voir comment on peut faire, parce que sinon on aura à juste titre des remontées de gens qui disent attendez, mais moi en fait je suis là de 9h à 18h, je suis obligé d'être à l'heure, je pointe. Bref, il y a des différences de traitement qui ne vont pas pouvoir perdurer très longtemps dans des entreprises plutôt ouvertes aujourd'hui, avec une recherche d'équilibre vie privée professionnelle qui est déjà ancienne, et qui est heureuse d'ailleurs, mais qui devient de plus en plus forte. La question de la QVT, la qualité de vie au travail pendant la crise, de la santé au travail, de la prévention, tous ces sujets très individuels vont avoir un impact sur l'ambiance des entreprises, et donc l'inéquité sera encore plus mal supportée. Catherine Pinchot, vous êtes la secrétaire nationale de la CFDT. Comment il faut repenser le travail? Sur quels axes, sur quel abord? Après ce que l'on a vécu, après cette année et demie? Alors ça, c'est une vaste question, et je pense qu'elle est devant nous, justement. L'intérêt de ce qui s'est passé, enfin comme je le dis assez souvent, si on peut trouver un côté salutaire à la crise sanitaire, de notre point de vue, c'est qu'en fait, elle a replacé la question du travail, globalement, et du télétravail en particulier, dans les débats qui, de notre point de vue, doivent avoir lieu, en particulier dans les entreprises. Comment repenser le travail? Alors pour la CFDT, c'est un sujet qui a quand même quelques années. En 2016, on avait lancé une grande enquête qui s'appelait Parlons Travail, qui avait recueilli 200 répondants différents, pas que dans le milieu syndical CFDT, mais vraiment tout venant, où on avait bien vu que les questions du travail globalement, de l'organisation du travail, de l'autonomie, du management, du temps de travail, etc., devait à un moment donné être repensé et être revisité. Et en fait, avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et avec le télétravail qui a pris de l'ampleur et qui, je le rappelle, n'est ni plus ni moins qu'une organisation du travail particulière par rapport à d'autres, il nous semble que ça permet de mettre le débat du travail dans le dialogue social. La période qu'on est en train de vivre de retour sur site, de reprise d'activité, doit être justement l'occasion de se dire mais au final,
quelle est vraiment la place du travail dans ma vie, quelle est la place du travail dans la société. On pourrait penser que c'est un sujet un peu philosophique, mais c'est un sujet social et sociétal. Donc, quelle est la place du travail demain? Et effectivement, comment je le conçois à titre individuel, comment je le conçois dans le collectif de travail et dans les collectifs de travail avec lesquels je travaille. Si je dois revenir sur site alors que j'étais en télétravail, pourquoi je reviens? Et quand je dis pourquoi, ce n'est pas parce que, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour être vraiment dans la relation? Et en tout cas, la crise a bien mis sur le devant de la scène qu'on était des animaux sociaux. On a besoin d'avoir du contact physique et tout ne peut pas se passer de manière totalement informelle. Voilà. Donc on a vraiment une opportunité là pour se projeter et de savoir comment est-ce qu'on veut organiser son travail à titre individuel, mais surtout à titre collectif, dans les collectifs de travail, et trouver la bonne voie entre ce qu'attend l'entreprise et ce qu'attendent les salariés. Et tout ça passe par le dialogue social. Cet inédit, il fait qu'on ne travaillera plus de la même façon, plus jamais? Alors, je crois qu'un des enseignements de la crise, c'est la volonté de travailler différemment. Voilà, parce que ce qu'on a vu, en particulier à la sortie du premier confinement, il y a eu ceux qui ont fortement apprécié justement le télétravail parce qu'ils ont goûté pour certains l'autonomie, y compris alors qu'ils n'y avaient pas accès avant, parce que soi-disant leur poste, leurs activités n'étaient pas télétravaillables. Le premier confinement a parfois démontré le contraire. Donc il y a eu cette volonté d'avoir, et cette volonté qui subsiste de pouvoir encore avoir accès au télétravail. A contrario, il y a eu ceux qui y ont goûté un peu plus et qui ne se sont pas du tout retrouvés dedans. Et donc il y a effectivement un équilibre à trouver. Les managers, et notamment les managers de proximité, ont été fortement questionnés dans leur relation managériale. C'est quoi l'autonomie que je dois pouvoir donner, laisser à mes collaborateurs? Comment est-ce que je contrôle pas? Là, on a tout découvert. On a découvert ceux qui étaient dans l'hyper-contrôle encore plus qu'avant pour se rassurer, comme on a découvert ceux qui, au contraire, ont découvert qu'ils pouvaient déléguer un certain nombre d'activités et qui ont découvert qu'ils pouvaient faire confiance à leurs collaborateurs. Donc, ils ont été re-questionnés dans leur relation à eux-mêmes et aux autres. Et voilà, et donc tous ces questionnements font qu'effectivement, il y a une volonté partagée, me semble-t-il, y compris des entreprises et des employeurs, de repenser le travail et de se dire effectivement, est-ce que tout le monde a besoin d'être sur site? Pourquoi? Est-ce que je ne vais pas réorganiser aussi les locaux pour réaménager les lieux de travail, etc., etc. Donc je pense que collectivement, il y a cette interrogation qui est devant nous et les mois qui viennent doivent être l'opportunité de pouvoir en discuter, de regarder quels sont les aménagements des organisations du travail qui doivent pouvoir être faits pour que ça convienne le plus possible à tout le monde. François Bonnet, vous êtes membre du COMEX 40, c'est une quarantaine de chefs d'entreprise du MEDEF. Vous avez réfléchi sur cette question et sur ces grands enjeux que vous avez repérés là, depuis cette traversée de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui ressort de vos échanges au niveau du COMEX 40 ? Il ressort que déjà ça arrive à un moment assez intéressant où l'entreprise n'est plus la bête noire. C'est-à-dire qu'on a compris en France que l'intérêt passait par l'entreprise pour la création de valeur ajoutée. On a compris aussi qu'on était dans une compétition internationale, donc de ce fait-là, il valait mieux qu'on soit proche de son voisin que contre son voisin, voilà, ou sa voisine. Et donc du coup, ça permet, ces nouveaux usages qui vont arriver, de pouvoir redéfinir ensemble, rediscuter ensemble, parce qu'on regarde dans la même direction. Voilà. On est au moment de la reprise, post-Covid. Et donc, personnellement, moi, avec mes équipes, j'ai 20 salariés. J'en ai pas 15 000, mais c'est très sympa quand même. On n'a qu'une envie, c'est que l'équipe soit stimulée, soit joviale, ait envie d'entreprendre à nos côtés pour réussir nos objectifs, pour atteindre nos objectifs. Et donc, forcément, je dois stimuler mes équipes. Et pour que je les stimule, il faut qu'on puisse être à leur écoute. Voilà. Donc la question de l'égalité, déjà, elle est hyper intéressante, de ce de ce qu'il disait tout à l'heure.
c'est qu'on a un espèce d'enthousiasme, nous, comme X40, parce qu'on est 40 dirigeants de moins de 40 ans, donc on a envie d'entreprendre, on est à fond la caisse, quoi. On a envie de prendre des risques. Mais à la fois, il ne faut pas non plus qu'on casse les gens. Voilà. Une autre étude OpinionWay, c'était 45% des gens, pendant le premier confinement, étaient en détresse psychologique. Voilà. Et si je veux de la performance, si je veux participer dans cette bataille internationale, dans cette compétition internationale, il faut que je puisse avoir mes équipes et il ne faut pas que je casse des gens. Voilà. Il y a col blanc, col bleu aussi. Dans les industries, notamment moi, j'interviens beaucoup sur le bassin Auvergne-Rhône-Alpes, et bien effectivement, il y a eu il n'y a que les ouvriers qui vont bosser pendant que les cadres ne risquent pas d'attraper le coronavirus dans leur maison. Voilà. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour l'entreprise, en fait, de manière générale, une très belle opportunité à saisir pour qu'on puisse retravailler tout ça ensemble et réussir ce pari de l'international et du développement. Ouais, vous avez également levé quelques enjeux dont on parlera dans quelques instants, cybersécurité par exemple, dans l'ensemble des secteurs. Yves Grandmontagne, le président du LabRH, consultant sur le télétravail. Qu'est-ce qu'on fait, le LabRH? Une petite explication, s'il vous plaît, sur ce que vous faites. Oui, alors le LabRH est une association qui a été créée il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, par des start-upers, c'est-à-dire des start-up qui proposaient des solutions à destination des DRH, des équipes RH, alors sur des thématiques très variées, qui peuvent être le télétravail, les compétences, le recrutement, la qualité de vie au travail, etc. Ils ont réalisé en fait qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui existaient dans le monde des startups et ils ont donc créé cette association qui vise à mettre en avant l'innovation et à faire du débat sur l'innovation de pratique ou d'outils RH un vrai sujet. Donc, entre des adhérents qui, chez nous, sont les startups elles-mêmes, il y en a 250 au LabRH, et puis les grands comptes ou les entreprises plus traditionnelles, disons, qui peuvent être des grandes, moyennes ou petites entreprises, généralement grandes ou moyennes, qui sont au nombre de 75. Et donc, on a une équipe d'une dizaine de personnes au total qui orchestre tout ça, et tout ça, ce sont des rencontres, des publications, des tables rondes, des échanges de pratiques, et voilà. Et ça va d'ailleurs au-delà de ça, puisqu'on a dans l'écosystème qui est celui du LabRH aujourd'hui des intervenants, des acteurs de diverses natures. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période? Alors vous qui êtes un coutumier du télétravail, vous étiez le DRH de Microsoft entre 2010 et 2015, on télétravaillait déjà et la distance faisait qu'on télétravaillait aussi. L'activité internationale de l'entreprise faisait que l'on télétravaillait. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période depuis le début de la crise sanitaire? Ce que j'ai observé, comme tout le monde, maintenant c'est pas un scoop, mais c'est quand même l'accélération incroyable de prise de conscience du sujet, puisque si je reviens effectivement sur ce que vous mentionniez, à savoir j'étais DRH chez Microsoft entre 2010 et 2015, donc là on parle d'il y a 10 ans, c'est proche et c'est très loin à la fois, puisque il y a 10 ans on était vraiment vu, c'est plus le cas aujourd'hui, mais lorsque j'y étais, Microsoft était vu un peu comme un martien qui avait organisé le travail comme on aimerait en théorie qu'il le soit, mais qui soulevait beaucoup d'interrogations, d'obstacles, de réticences de la part des nombreuses entreprises, très très nombreuses entreprises que moi-même en tant que DRH à l'époque j'avais plaisir à recevoir pour échanger sur ce qu'on faisait, non pas qu'on faisait tout bien, mais on avait effectivement un peu d'avance sur le sujet, notamment lié aux outils dont on disposait, mais pas seulement. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai observé depuis un an, avec un recul maintenant d'un an, c'est quoi? C'est qu'il y a eu cette espèce de laboratoire en taille réelle qui s'est imposé à nous, et qui fait que tout le monde a plongé dans le sujet, avec une réussite d'un point de vue purement technique, j'entends, c'est-à-dire adoption des nouveaux outils qui étaient finalement assez peu utilisés. Les gens ne connaissaient pas Zoom, ne connaissaient pas Teams, ne connaissaient pas les différents outils, par exemple, de peu en tout cas, et notamment dans les entreprises de taille intermédiaire et les PME, c'était assez peu utilisé. Je fais une généralisation hâtive, mais et donc il y a cette prise de conscience qu'il était possible de travailler. On découvert, ça a été largement dit, les agréments et les limites d'un travail rééquilibré entre le domicile et le lieu de travail traditionnel qu'est le bureau. Et puis on a vu cette prise de conscience gagner. Donc les personnes elles-mêmes qui se sont interrogées, et on voit que le sujet demeure un vrai sujet sur leur équilibre de vie finalement. Et on voit d'ailleurs les enquêtes aujourd'hui montrent toutes les unes après les autres des formes de
questionnement quasiment existentiel sur l'équilibre de vie personnelle, vie au travail. Ça, c'est pour le point de vue donc des intéressés, les travailleurs, les salariés concernés, hein, tous ne le sont pas. On a vu très rapidement, mais dans une seconde phase, arriver des questionnements du management et des dirigeants sur le fait que, oui, le télétravail, ce n'était pas seulement mettre à disposition les possibilités techniques pour qu'il s'opère et pour qu'il se fasse. Donc, en fait, l'élément, la base de la pyramide du télétravail, si je peux le dire comme ça, c'est bien évidemment la capacité à télétravailler, donc avoir les outils qui permettent de le faire. Comme le disait tout à l'heure Albert David, il y a En tête qu'on a perdu quelques instants. Je vais revenir vers Albert David pour reboucler ce premier tour de table. Yves Grandmontagne, vous nous entendez? Je vous entends. Pardon, vous avez été coupé alors, je vous en prie. Je suis désolé. Non, je disais simplement que aujourd'hui, donc, il est tout à fait possible techniquement d'organiser le télétravail, et les questions qui émergent maintenant et qui arrivent naturellement dans les entreprises, ce sont des questions d'organisation du travail. Comme Catherine Pinchot l'a mentionné, d'organisation collective. Ce n'est plus une question purement individuelle, loin de là, c'est une organisation collective. Et donc, c'est du management, et donc, ce sont des décisions d'entreprise, et donc, c'est de l'organisation qui va gagner d'autres sujets comme l'immobilier. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les gros sujets qu'on voit émerger de façon inégale d'une entreprise à l'autre, ce sont des questions autour de l'immobilier, des espaces, des lieux de travail et de leurs évolutions, et des questions évidemment autour d'un sujet qu'on a vu d'entrée de jeu, mais dont on découvre progressivement toutes les dimensions, qui sont les sujets du management. Et là, on peut aller très loin, puisque les mots délégation, lâcher prise, contrôle, pas contrôle, implication, engagement, etc. émergent. On le voit de façon, je terminerai là-dessus, de façon extrêmement concrète auprès de sujets qui peuvent paraître anodins, qui est des sujets autour de l'hybridité et notamment des réunions. Je suis toujours surpris de voir à quel point des entreprises que je peux côtoyer ou accompagner ont été surprises par la difficulté de faire des réunions hybrides. Et moi, c'est un sujet qui me paraît un non-sujet, puisque pendant, encore une fois, non pas que j'ai plus de capacité à le faire que d'autres, mais je l'ai vécu pendant 5 ans chez Microsoft, on travaillait tous les jours en hybridité. On avait tous les jours dans une réunion des personnes en présentiel, des personnes en distanciel, et donc c'était une évidence. Cette évidence ne l'est pas pour tout le monde, et c'est normal. Donc, quel est le mot-clé derrière ? Une fois qu'on a dit qu'il faut accompagner la réflexion collective, le management, l'immobilier et toutes ces considérations, c'est le vrai sujet, c'est certes la conception, mais c'est surtout l'accompagnement. Et donc, comment amener culturellement une organisation d'une culture de fonctionnement du travail, autour du travail donné, actuel, vers un état souhaité, qui n'est pas facile à adopter. Et donc, c'est toute la question d'un mot qui peut paraître être un mot valise, mais qui prend tout son sens, qui est l'accompagnement du changement. On est vraiment là-dedans, si on veut que ça se fasse, ou alors ça se fera dans la douleur. Merci beaucoup pour cet apport, Yves Grandmontagne. Vous pouvez nous poser des questions, vous qui nous regardez et qui êtes avec nous, vous pouvez échanger via la fenêtre de chat, nous poser des questions, réagir évidemment pendant toute l'émission. Merci pour vos réactions à Laurent, à Stéphane qui sont déjà sur le chat. Merci à tous les deux. Je relayerai votre question tout à l'heure, Stéphane. Albert David, je reviens vers vous, professeur fondateur du Cercle de l'Innovation et fan de management. La question qui a été posée par Yves Grandmontagne et qui sous-tend, c'est quel manager pour demain avec ces nouvelles conditions, avec cette nouvelle manière de travailler? Albert David. Votre son doit être coupé, je pense, Albert David. Voilà, on va vous retrouver dans un instant. Le temps de réactiver votre micro. J'avais juste oublié de réactiver le micro, pardonnez-moi. Je pense que c'est intéressant de revenir aux fondamentaux, parce qu'on les a un peu oubliés. Je parlais d'Empire romain tout à l'heure. Les textes de l'empereur Auguste, je vous épargne l'exégèse, mais ce que Auguste appelle bonne gestion, c'est inspiré de la pensée cicéronienne aussi, mais ça s'énonce assez simplement. Ce qu'il appelle bonne gestion, c'est une action réussie, juste et bénéfique au peuple. Vous voyez qu'on retrouve finalement ce que d'autres intervenants ont dit quand ils ont parlé d'équité, par exemple. Donc, réussi, juste et bénéfique au peuple. Ça, c'est un premier fondamental. Deuxièmement, peut-être que tout le monde ne sait pas que management, en fait, ça vient du français ménagement. Il y a d'autres racines qu'on pourrait développer, mais vous voyez bien que si vous dites de quelqu'un, il faut que je le ménage, ça ne fait pas le même effet qu'il faut que je le manage. Et en français, comme nous avons grandi par ici, le mot ménagement passe pour nous culturellement comme plus riche et avec toutes ses acceptions
hein, ménager sa monture par exemple, mais ménager ça veut dire aussi construire des passages, accompagner ses collaborateurs, ce genre de choses. Donc je vous invite à méditer sur le ménagement au lieu du management et le ménageur au lieu du manager. Et derrière ça, il y a des mots-clés importants. Hein. Si vous prenez des auteurs du début du XXe, comme Fayol, qui est un dirigeant français extrêmement important dans l'histoire du management, il y a des mots-clés comme prévoyance, discernement, mesure. Il faut peut-être aussi que les managers se rappellent que c'est ça fondamentalement le management. Prévoyance, discernement, mesure, et pas seulement planification, décision, évaluation, vous voyez. Parce que prévoyance, ça veut dire scruter l'avenir, mais ça veut dire aussi organiser par avance les solidarités nécessaires. Discernement, j'ai à peine besoin de commenter, vous voyez qu'il y a une habileté à concevoir l'action adaptée. Mesure, non pas au sens de tout mesurer, mais d'agir avec mesure. Vous voyez, on retrouve cette idée de subtilité du management qui transparaissait bien dans ce qu'ont dit un certain nombre des autres intervenants. Troisièmement, c'est Chester Barnard, un des patrons de Western Electric entre les deux guerres, qui disait « Manager, c'est cultiver la responsabilité chez les autres ». Voilà, là encore, une belle phrase à méditer. Et puis enfin, il y a un maître mot parmi d'autres, c'est intégration. Intégration au sens littéral, hein, c'est-à-dire integer en latin comme en entier, comme en anglais, pardon, en latin comme en anglais, ça veut dire entier. Et donc intégrer, c'est rendre et maintenir entier. Et puis en français, intègre, ça veut dire honnête aussi, au passage. Donc il faut essayer de cultiver la responsabilité et l'honnêteté. Et les autres intervenants ont parlé de corps social, par exemple. Hein. Voilà, une expression importante. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Moi, je n'ai pas de recette miracle. Je voudrais juste développer un point par rapport à toutes les questions qu'on pourrait poser, et ça va reprendre ce que disait en particulier Catherine Pinchot sur le lieu de travail. Ça repose la question de c'est quoi un lieu de travail, et c'est quoi un lieu de travail où ça vaut la peine d'aller. Et pour moi, il y a à la fois l'idée qu'il va falloir contraster davantage sur le lieu de travail les espaces pour se concentrer et les espaces de sociabilité, on va dire, sauf que en faisant ça, il faut éviter une erreur très fréquente qui est de distinguer le travail et la sociabilité ou la socialisation. On oublie que le travail lui-même est socialisant, d'accord? Donc si vous pensez la machine à café d'une part et le contenu des tâches d'autre part, il va y avoir un problème. Parce que le fait même de travailler ensemble à quelque chose est socialisant. Et enfin, je dirais, il faut essayer, puisqu'on parlait d'accompagnement du changement, me semble-t-il, une des voies d'entrée, c'est pas la seule, c'est de trouver des normes ou des ordres de grandeur dimensionnants. Par exemple, je connais une grande entreprise où on discute autour d'un nombre de jours de télétravail flottant par an. Hein, 10 jours, 12 jours, 8 jours, bon, peu importe. Comment est-ce qu'on discute à partir de ça? Qu'est-ce que ça veut dire 12 jours de télétravail flottant? Vous voyez, tous les mots sont importants, c'est 12 télétravail et flottant. Qu'est-ce qu'on se dit quand on arrive avec des normes de prédimensionnement du type on va avoir 0,8 places de bureau par personne plus 0,8 places dans des espaces plus collectifs, d'accord? Donc le total ne fait pas 2, c'est 0,8 plus 0,8, mais ça peut être 0,7 plus 0,7 ou 0,5 plus 0,9, ça c'est peu importe. Mais une fois qu'on a posé ça, vous voyez que vous avez une norme de prédimensionnement à partir de laquelle on peut explorer des choses. Alors la difficulté, c'est que, bien sûr, un certain nombre de partenaires de la discussion pourraient croire qu'on met ça sur la table parce que c'est ça qu'on veut faire. Donc le degré de sagesse qu'il faut pour considérer que c'est une façon d'explorer le problème et que tout n'est pas décidé à l'avance, Catherine Pinchot connaît bien ça, hein, dans les discussions avec les partenaires sociaux, c'est compliqué. Sauf que en bon management, et je terminerai par là, je dirai juste un petit truc après, la première propriété d'une norme de gestion, c'est de provoquer une discussion intelligente. Et donc, comment on fait pour se mettre autour de la table, autour de choses qui permettent de discuter et de dire sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. Et c'est sûr que si on reste enfermé dans le télétravail, là, tel qu'il a l'air de sortir de la crise, ben, on va manquer un petit peu de recul. Puis enfin, ce n'est pas interdit d'organiser on a fait ça, des ateliers d'innovation en management. On prend le management comme thème. Et puis, on se pose des questions sur quelle créativité on pourrait avoir sur nos pratiques. Et là, il y a une combinaison de fondamentaux à retrouver. C'est pour ça que j'ai fait ce détour sur quelques mots-clés et quelques fondamentaux historiques du management, parce qu'on a un peu oublié. Et puis, un peu de créativité pour l'avenir. Après tout, les pratiques actuelles et passées, elles ont été inventées par des gens. Elles ne sont pas descendues du ciel comme ça, toutes seules. Donc, on a le droit d'être créatif. Mais pour ça, évidemment, il faut créer des structures de conversation. Je rappelle qu'en vieux français, converser, ça veut dire vivre avec.
Voilà quelques éléments pour amorcer la discussion peut-être. Ouais, exactement. François Bonnet, comment on adapte ce management à une entreprise, une petite entreprise comme la vôtre avec 20 salariés aujourd'hui? Bah, ça se fait assez facilement parce qu'on arrive à manier le bon sens. Voilà. Et le bon sens, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de ce qui se passe à côté. Donc déjà, il faut être curieux pour avoir un peu de bon sens. Et puis après, comment dirais-je, la capacité du collaborateur aussi à donner son avis, mais avec bienveillance. Voilà. Là-dessus, j'ai fait pas mal de formations pour mes équipes pour qu'ils apprennent à nous le dire, à la direction, mais qu'ils nous le disent avec bienveillance. Voilà, pour pas que le fond soit bon, mais que la forme ne coince pas. Voilà. Donc après, oui, ce qui va être vraiment intéressant, et important, c'est que en fait, la vie perso, pour moi, va énormément compter dans ces débats. On est comme dans le sujet de la protection sociale avec les régimes de santé. C'est-à-dire que celui qui est en famille, celui qui est seul, celui qui vit à la ville, celui qui vit à la campagne, tout ça, ça va vraiment inciter les gens à réfléchir différemment, à vouloir quelque chose de différent. Voilà. On prend par exemple un jeune célibataire ou une jeune célibataire en télétravail qui a 25 ans, qui vient d'arriver dans une boîte dynamique. Est-ce que vous pensez que ça l'amuse de se retrouver à Tours, même si c'est très joli, ou au fin fond de la Haute-Loire, avec ses parents, parce que c'est son seul point de chute, parce que sinon il a son studio à Paris qui fait 10 mètres carrés. Voilà. En revanche, voilà, moi de mon côté, télétravail, voilà, j'ai la chance d'avoir une épouse qui me tolère encore un peu, j'ai 3 enfants, tout va bien, j'ai une petite maisonnette, un petit jardin, c'est chouette. Voilà. Et pourtant, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc on ne va pas aller chercher les mêmes choses, et pourtant il va falloir qu'on puisse travailler. Voilà. Donc il va falloir mettre à plat tout ça. Et la vie perso, en fait, c'est toujours dire non, la vie perso, ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle. Et pourtant, il va bien falloir en tenir compte, parce que les demandes des salariés vont être, je pense, très différentes là-dessus. Voilà. Comment sera Benoît Serre le manager de demain, ou comment il doit être déjà aujourd'hui? Courageux? Bon, je ne suis pas sûr que le bon manager de demain soit très différent du bon manager d'aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien les logiques de subsidiarité, c'est-à-dire laisser le plus près du terrain possible prendre des décisions. Ça suppose de la part des managers un grand courage, parce que pas tellement pour se défaire de leur capacité à décider, mais surtout pour assumer le fait que d'autres décident, et que si c'est des erreurs, c'est le manager quand même qui assume derrière. Donc la logique de courage, elle est assez importante. Je trouve que néanmoins que cette évolution du travail, et je partage avec Catherine Pinchot, il y a un rapport au travail qui est en train de s'évoluer différemment, est assez intéressante parce que, on le sait depuis longtemps maintenant, cette crise, elle a globalement rien créé, elle a beaucoup détruit, mais elle n'a rien créé. Et elle a beaucoup accéléré les choses. Vous savez, ça fait déjà quelques années qu'on évoque les histoires des soft skills et tous ces trucs-là dans le management. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ces compétences-là étaient, pour les managers, particulièrement fondamentales dans le mode de travail hybride auquel Yves Montagne faisait référence tout à l'heure. D'ailleurs, ça a été une difficulté, parce qu'il y a des managers qui étaient perçus comme très bons et qui se percevaient eux-mêmes comme très bons dans un univers très présentéiste et très contrôlant, qui découvrent aujourd'hui qu'en fait, ils ne sont plus à la page, en quelque sorte. Ils ne sont pas devenus mauvais, simplement, on est en train de les emmener vers un modèle de management qui n'était pas celui sur lequel ils avaient été formés, ni même sur lequel ils étaient évalués. C'est pour ça que le manager de demain, c'est surtout l'organisation managériale de demain qui va le fabriquer. Je crois que la France est un pays quand même assez hiérarchisé, assez présentéiste. C'est un des rares pays au monde, face contrôle de Catherine, qui fait toujours la différence entre les cadres et les non-cadres. Ça paraît un peu délirant dans la société du travail qui est en train de se profiler. Donc vous avez des grandes entreprises, ou petites d'ailleurs, qui ont enclenché des démarches de ce qu'on appelle la déhiérarchisation, c'est-à-dire d'écraser un peu une de hiérarchie, de faire qu'il n'y ait pas des chefs et des sous-chefs partout. Vous savez, moi j'ai vécu 6 ans en Russie. En Russe, il y a une formule qui dit quand il y a plus de 5 chefs, il n'y en a qu'un seul qui travaille, celui qui ne l'est pas. Et donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc ça, le travail de déhiérarchisation, et c'est par ce travail de réorganisation managériale, d'écrasement des hiérarchiques, d'hypersensibilité aux soft skills, d'accompagnement et de donner le pouvoir aux gens de décider ou d'assumer au plus près du terrain. Vous avez des entreprises françaises qui fonctionnent comme ça depuis très longtemps. C'est ça qui va faire bouger le management. Certes, il y a la formation, il y a la préparation, il y a la gestion de l'hybride, il y a tout ce que vous voulez. Mais le fond du sujet, vous avez utilisé une formule tout à l'heure sur la forme et le fond. Moi, sur toutes ces questions-là, j'applique, vous savez, la phrase de Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et bien ça marche très très bien pour le management. Ça marche très bien pour les locaux.
Et ça marche très bien pour l'évolution du travail. Si vous n'avez pas une cohérence assez forte entre la forme que vous donnez à votre organisation et le fond que vous donnez à votre management, alors il y a distorsion, donc il y a compréhension, donc il y a tension, mauvais management, etc. Donc c'est ça un peu la problématique. Et évidemment, cette crise, elle nous a jetés là-dedans de manière très forte, très rapide, parce que les entreprises ont démontré avec le premier confinement une capacité d'agilité qu'elles ne soupçonnaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en 48 heures, elles ont retourné le truc pour essayer de garder de l'activité tout en organisant différemment. Ça, c'est une vraie force que les entreprises et les gens surtout, parce que c'est tous les gens qui sont retournés en fait, ont démontré. Et je termine par là parce que c'est un point qui est intéressant pour l'avenir. On a réussi à se transformer ou à se réorganiser en quelques jours sous l'effet de l'urgence, de la contrainte, de la peur, de la maladie, de tout ce que vous voulez. Le vrai débat, le vrai défi qui se pose aux entreprises et à leur management, c'est garder cette agilité sous l'effet du sens, de la bienveillance, du respect et de la stratégie. Là, je pense qu'il y a un peu de travail. Catherine Pinto, je vous laisse réagir sur ce qu'on vient d'entendre. Alors, ces mots, bienveillance, on parlait tout à l'heure de ménager comme manager. Oui, alors j'ai noté plein de petits mots, ça me fait beaucoup réagir. La question effectivement des valeurs, du sens, etc. Et ça me faisait penser à penser le travail de demain, notamment pour ceux qui vont arriver sur le marché du travail, qui sont les jeunes, et pour lesquels on sait que justement cette question de valeur, de sens est beaucoup plus importante peut-être que pour les anciens, entre guillemets, je veux dire que nous sommes, j'osais dire qu'on est des anciens. Et je pense que c'est vraiment primordial. Alors, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui se sont rendues compte depuis quelques temps, et encore plus maintenant, que mettre justement dans des offres d'emploi le fait que les postes soient télétravaillables, l'activité soit télétravaillable, c'est en fait une plus-value pour attirer les talents. Donc, pour autant, la question, c'est mon poste, il est télétravaillable, ok, d'accord, mais comment ? Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Indépendamment de l'approche individuelle, il faut savoir quand même comment mon travail va être inclus dans un collectif. Mais voilà, en tout cas, je pense que dans le fait de penser le travail de demain, avec cette question du télétravail, plus globalement de l'organisation du travail, il y a la question du sens, la question des valeurs, et qu'il va falloir qu'on la pense pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il y a un autre élément, me semble-t-il, qu'on n'a pas forcément abordé, mais plutôt effleuré jusqu'à présent, c'est le lieu, enfin on a parlé du lieu de travail, les espaces de travail, mais la question du lieu de travail avec, il me semble, on en discutait avant de commencer, des salariés qui ont déménagé pendant le confinement, d'autres qui aspirent justement à déménager donc, pour avoir un autre équilibre de vie. Et donc ça pose la question des territoires. Et là aussi, quand on peut se poser la question de c'est quoi le travail de demain, il y a à un moment donné une question pour les territoires qui est absolument centrale pour pouvoir attirer à la fois des emplois de qualité, du travail de qualité, des entreprises, et donc dans le cadre à la fois du plan de relance en plus qui est en cours en ce moment, je pense qu'il y a une entrée par ce biais-là qui est fortement à réfléchir, avec la question bien évidemment des tiers-lieux aussi, où on sait qu'il y a des tiers-lieux dans certains territoires, et pas que dans les grandes villes ou les villes urbaines, qui commencent à s'installer pour offrir une nouvelle modalité de travail et des nouveaux équilibres de vie. On le fera tout au long de ce congrès du télétravail. On parlera évidemment de ces tiers-lieux, on parlera de ces coworking, on parlera de ces solutions à distance. On ira dans des départements plus ruraux d'ailleurs, dans des zones un petit peu plus denses, pour échanger et comparer dans plusieurs des conférences de ce congrès du télétravail. On reviendra avec vous sur les négociations aussi dans quelques minutes, parce que ça c'est un sujet important. Le lieu, l'immobilier d'entreprise va évoluer comment? Alors on va faire avec une grande entreprise, avec vous Benoît Serre. Oh, non, ça va évoluer pour tout le monde. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est que, d'abord, effectivement, comme Machou le disait, il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui intègrent du télétravail. Ça veut dire que ce type de mouvement de la société prouve qu'on est en face d'une alternative normale au travail. Je
pense qu'il faut sortir de l'idée qu'il y a le travail et le télétravail. Non, non. Le travail, il s'organise avec une part de télétravail, une part de présentiel, comme ça existe déjà dans certains métiers, mais ça va s'étendre. La NDRH avait fait une enquête en juin 2020, vous voyez, c'était il y a un an, qui montrait que le télétravail s'étendrait sous l'effet de l'extension du nombre de métiers accessibles et non pas du nombre de jours, ce qui était plutôt la tendance à l'époque. Donc ça, le premier sujet, il est quand même là. Il faut intégrer le fait que le télétravail va devenir une alternative normale. Alors d'ailleurs, ça pose une question, je me tourne vers la négociatrice, c'est que dès lors qu'une offre d'emploi intègre du télétravail, quid du volontariat au télétravail? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est candidat à un poste et qui dit « Moi, ce poste m'intéresse, mais je ne prends pas de télétravail », il risque de ne pas être recruté, donc il n'est pas du télétravail volontaire. Donc ça, c'est pour la prochaine négo. Je laisse à Catherine Pinot. Mais pour revenir sur votre point, à partir de ce moment-là, ça a été évoqué tout à l'heure, pourquoi les gens viennent bosser? S'ils viennent pour s'asseoir derrière un bureau, avoir peu d'interactions et travailler sur l'ordinateur, ils vont vite comprendre qu'il vaut mieux le faire chez soi, en fait. Ce qu'évoquait Yves Grandmontagne tout à l'heure sur les technologies, et il connaît évidemment très bien le sujet, fait qu'aujourd'hui, vous avez votre bureau chez vous. La tendance, l'espèce de tendance à la centralisation que certains observent en disant, après tout, un directeur financier, même dans le monde entier, il peut contrôler tout de son bureau. Il suffit que les données remontent, mais ça serait une dégradation du système, je pense. Mais, donc les locaux vont devoir être des lieux de collaboration. Je m'étais permis de commettre un article il y a quelques mois que j'avais appelé après la raison d'être, la raison de venir. Le vrai sujet, c'est ça. C'est les gens vont venir, ils ont une ronde raison de venir. Et d'ailleurs, on observe sur les talents que peut-être qu'effectivement offrir des boulots en télétravail partiel constitue un élément d'attractivité. On découvre aussi, ça c'est que certaines personnes ont bien compris que leur métier était très particulier, très recherché, très concurrentiel, et du coup, ils sont en train de se dire, en fait, je vais beaucoup mieux gagner ma vie et être beaucoup plus libre et beaucoup moins embêté si je me mets en prestation. Donc, il y a aussi la question du salariat qui, de mon point de vue, va être posée. Donc, ça veut dire que le rôle des bureaux, paradoxalement, va prendre une importance considérable. Parce que Catherine évoquait l'histoire du sens, vous évoquiez tout à l'heure le bon sens, etc. Ça signifie quand même que, je sais que je suis très âgé, mais la culture d'une entreprise, elle apparaît quand même par l'interaction, la manière dont les gens interagissent. C'est pour ça que des entreprises, notamment nord-américaines, qui avaient annoncé passer au tout télétravail, ont vite replié les projets en disant, parce qu'en fait, ça fait disparaître la boîte. Donc les locaux, ça doit être encore plus le lieu perceptible, de perception que l'entreprise existe, que le corps social de cette entreprise existe, qu'il interagit, qu'il est le creuset de la culture de la boîte. Ça ne s'oppose pas au télétravail. Et à ce moment-là, les locaux changent. C'est pour ça qu'au tout début de cette crise, on lisait beaucoup, les entreprises vont en profiter pour réduire leurs mètres carrés. C'était une erreur d'analyse. Elles le font peut-être, mais ce n'est pas la cause, c'est la conséquence de l'adaptation du lieu de travail. Donc beaucoup d'entreprises sont en train de regarder, d'autres, comment réaménager les locaux pour les rendre plus collaboratifs, plus libres. Certains sont allés très loin, ce qu'on appelle le flex office. Il faut regarder dans le temps ce que ça donne, parce que ce qu'on dit aujourd'hui du flex office, c'est ce qu'on disait il y a 20 ans des open space, qui là sont en train de mourir les uns par les autres dans les entreprises, parce qu'effectivement, ils n'ont pas... L'open space, c'était de dire, si je mets tout le monde dans la même pièce, ils vont collaborer. Ça ne marche pas, ils ont mis des armoires, des plantes vertes, et ils ont fait des petits bureaux. Donc le flex, ce sera peut-être ça, on verra. Mais c'est donc le lieu, en fait, de manière très paradoxale, le lieu de travail devient encore plus essentiel dans la culture d'entreprise, dans la réalité de l'entreprise, parce qu'il y a du télétravail. C'est paradoxal quand même. Je ferai réagir Yves Grandmontagne dans quelques instants sur cette raison de venir dans l'entreprise. Avant ça, on a un échange dans le chat qui se fait entre Stéphane et Laurent, deux de nos téléspectateurs. Ils parlaient du coworking. Bonne solution ou pas pour les salariés qui sont à distance? Alors, vous avez vu qu'il y a des... Il ne faut pas que je dévoile parce que je participe à une autre table ronde sur le lieu de travail, donc je fasse attention. Mais vous avez vu qu'il y a des grandes entreprises d'hôtellerie qui soutiennent des équipes de football qui sont en train de regarder comment transformer une partie des étages d'hôtel en lieu de coworking. Ça, c'est... Et les tiers-lieux. Avant L'Oréal, j'étais derrière la Massif et j'avais mis en place des systèmes de tiers-lieux dans les agences. Parce qu'effectivement, vous avez des gens qui sont sensibles au télétravail parce que ça leur permet d'éviter les transports. Si vous avez une agence qui est à 3 km de chez eux, c'est quand même un avantage énorme. Ils vont quand même à l'entreprise, mais ils ne vont pas avec les contraintes. Vous avez d'autres, ils ont d'autres types de motivation au télétravail. Donc, effectivement, les tiers-lieux
il y a eu des expériences pendant cette crise. Je crois que c'était à côté de Bordeaux, dans une espèce de hangar. Ils ont organisé des tas de bureaux et vous aviez un avocat qui bossait à côté d'un menuisier qui était à côté d'un plombier. Moi, je trouve ça incroyable, c'est génial comme truc. Mais, donc, Sacrée émulation, oui. les tiers-lieux, c'est aussi une manière, vous savez, quelquefois, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, vous avez des entreprises qui vont avoir une direction régionale, commerciale, dans une région, en fait, où il n'y a jamais personne, parce que principalement, ils sont tous en train de se promener. Ces gens-là ont peut-être plus intérêt à dire je vais fermer mon bâtiment et je vais prendre des tiers-lieux dans cette même région, évidemment, pour faire travailler les gens. Donc le tiers-lieu, le coworking, c'est sans doute quelque chose. Moi, je ne crois pas que ça va se développer de manière absolument considérable. Parce que vous aurez une régulation de la société qui va petit à petit, ça serait intéressant de voir dans 10 ans où s'installent les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec ce système-là, vous pouvez vous dire, moi j'habite à 150 km de Paris, j'ai une maison, j'ai tout ce que vous voulez, je peux très facilement candidater en fait à Paris. Parce qu'après, je m'organise. Vous savez, quand vous faites un calcul, vu les prix de location parisiens, ou peut-être sans doute lyonnais, c'est moins cher d'habiter à 150 km de Paris et de dormir 2 nuits par semaine à l'hôtel que de payer un appartement à Paris. Voilà. Une question sur toujours dans le fil de chat sur les demandes de salariés qui demandent du télétravail. Comment on leur répond? Est-ce qu'il faut analyser ça globalement au fil de l'eau? Benoît Serge, reste avec vous. François Bonnet, après. Je vais adresser à quelqu'un d'autre. Les demandes de salariés sur le télétravail, un salarié qui demande à passer en télétravail, quel que soit le nombre de jours, comment ça s'analyse? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez dans la plupart des entreprises aujourd'hui des accords, parce que je rappelle que l'accord n'est pas obligatoire, mais qu'il est fortement recommandé. Vous avez des accords qui prévoient la manière dont les gens accèdent au travail. Il y a plein d'organisations différentes. Vous avez certains... le salarié est libre de passer en télétravail. Dans d'autres cas, il est libre de choisir ses jours. Dans d'autres cas, ça doit être un accord avec son manager. Dans d'autres cas, il ne peut pas reporter une semaine sur l'autre. Enfin, il y a plein de formes différentes. D'ailleurs, on est en train de chercher la bonne vérité, si vous voulez. Donc ça, on a des demandes, évidemment. C'est en train de s'installer, parce que jusqu'à maintenant, on est sous le régime des protocoles. Donc on vient à peine de sortir du 100% en télétravail, puis du télétravail très recommandé par la ministre. Donc les accords commencent un peu à s'appliquer en période normale. Donc on n'a pas beaucoup de recul encore. Mais vous avez des gens qui ne vous demandent pas de télétravail. Et je crois d'ailleurs que ce serait dangereux de tomber dans une espèce d'excès inverse, de déclencher une injonction au télétravail. Vous avez des gens qui peuvent vous dire « mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis très content de venir travailler au bureau ». Et ceux-là, ils sont aussi respectables, ils ne sont pas ringards, ils ne sont pas... Oui. Donc c'est un peu comme ça. Souvent, on voit souvent quand même des accords qui prévoient que le management n'empêche pas, mais il régule. Parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun ne peut pas se faire sa petite journée à lui, quoi. Parce que sinon, votre service, il n'y a plus personne. Ou alors, ils sont jamais au même endroit, au même moment. Donc, il y a quand même un équilibre entre l'individuel et le collectif à trouver. Et même si des efforts sont faits, même si tous ces éléments-là sont importants, il demeure quand même que dans une organisation, le collectif prime souvent sur l'individuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne le respecte pas, ça veut dire qu'il y a un moment qu'on doit faire un choix, on bascule sur le collectif. Donc les entreprises sont plutôt en train de chercher cette vérité-là, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, on verra dans quelques mois, parce que c'est très difficile de se projeter. Je pense que, je vous disais tout à l'heure, le télétravail va être une alternative et que plus les générations montantes vont monter, plus vous aurez de télétravail, parce que ça sera dans la norme. Ne perdez pas de vue que depuis 1 an et demi, vous avez des gens qui font des études à distance. Donc ça commence dès là. Ils découvrent qu'en fait, vous pouvez très bien faire des études sans mettre les pieds dans votre fac. C'est pas terrible, parce qu'on a vu quand même l'effet sur les jeunes. Hein. Mais quand même, donc, dans le temps, ça va s'installer. Ça va poser, je finis par là, un dernier problème qu'on va devoir gérer pendant peut-être 5 à 10 ans, j'en sais rien. C'est qu'il faut reconnaître que vous avez quand même des gens de la génération qui est déjà montée depuis longtemps, donc assez ancienne, qui sont anti-télétravail, mais radicaux. Et donc, les DRH et les autres, on va devoir faire vivre tout ce petit monde-là ensemble. Mais oui, les gens sont assez preneurs. Regardez les courbes de retour au bureau. Lundi, il y a un peu de monde. Mardi, mercredi, jeudi, il y a pas mal de monde. Un peu plus. Vendredi, il n'y a plus personne. Ouais. Donc, ça s'autorégule, en fait. Il y avait déjà peu de monde ou pas le vendredi? Non. Avant, vous aviez de boîtes qui avaient peu ou pas de télétravail, c'était presque une journée normale. Vous savez, il y a eu un changement de comportement psychologique des gens, moi le premier d'ailleurs. Hein. Avant, dans le monde d'avant,
le principe, c'était aller au bureau et l'exception, c'était rester chez vous. Là, Oui. maintenant, vous vous levez le matin, vous regardez votre agenda et vous dites, bon, en fait, ce n'est pas la peine que j'y aille aujourd'hui. Donc, petit à petit, le principe pourrait devenir, en fait, si je ne vais au bureau que si je dois collaborer. Et ça signifie une réorganisation complète. D'ailleurs, grâce à cela, il y a des métiers qui sont en train d'accéder au télétravail alors que personne n'y pensait. Parce qu'on réorganise les métiers Par en exemple. essayant de concentrer sur des tâches qu'on peut faire seul. J'ai vu l'autre jour, dans une boîte de la grande distribution, qui aurait pensé que des hôtesses service client ou hôtesses de caisse seraient accessibles au télétravail? Eh bien, pas du tout. Parce que quand vous regardez le métier de ces hôtesses, ils ont dit, en fait, il y a toute une partie, c'est de la relation client, de la reprise de devis. Eh bien, ce métier qui, a priori, on disait, il est inaccessible au télétravail. Je suis hôte ou hôtesse de caisse dans un magasin. Donc, c'est vrai que, eh bien, pas du tout. Toute cette partie-là est Cette télétravaillable. entreprise a réussi à créer à peu près 1 jour à 1 jour et demi de télétravail toutes les semaines pour l'ensemble des hôtesses de caisse. C'est incroyable quand même. Qui aurait pensé ça? Personne. Et pourtant, c'est ce que ça a donné. Donc voilà. C'est ça que les métiers vont évoluer, vont se redéfinir aussi à partir de là, sans perdre de vue quand même que le principe, c'est que les métiers produisent, fassent de la performance si on n'a plus de reprise. Donc c'est la limite de l'exercice. Mais vous savez, en fait, c'est une acculturation mentale de la transformation du travail. Donc ça ne se fait pas en claquement de doigts. Yves Grandmontagne, je reviens vers vous, président du LabRH, sur la raison de venir dans l'entreprise. On revient il y a quelques minutes dans l'échange avec Benoît Serre. Cette raison de venir, elle est essentielle. Yves Grandmontagne. Oui, bien sûr, oui, elle est bien sûr essentielle. La question, c'est de savoir sur quelle configuration on se projette quand on se pose cette question-là. C'est-à-dire que je vais prendre comme hypothèse celle qui semble être la plus probable pour l'après, parce que bon, là, on a vécu le mot télétravail, d'ailleurs, n'est pas le bon mot sur la période qu'on a vécue jusqu'à présent. C'était un travail à domicile contraint. Et donc, la question à se poser aujourd'hui, c'est quel va être l'équilibre relatif entre le travail au bureau, j'entends au siège social, ou dans les bureaux traditionnels, et le travail ailleurs, que ce soit chez soi ou dans des lieux divers et variés. Et c'est là qu'on se projette plus sur l'idée d'une hybridité, c'est-à-dire l'hybridité du travail. C'est l'idée pour les personnes qui sont éligibles, l'idée selon laquelle le télétravail représenterait en gros 20 à 50% du temps et le travail au bureau traditionnel le reste. C'est à peu près ce qui se projette comme étant raisonnablement probable. Alors dans cette configuration-là, la question c'est pourquoi est-ce qu'on va au boulot? Ça a été dit, c'est-à-dire que l'idée c'est que l'aspect socialisation formelle par des réunions ou informelle par la fameuse machine à café ou autre, ce poids relatif du social sera beaucoup plus fort dans le temps consacré sur site qu'il ne l'est dans le modèle tout bureau. Et donc, je pense que c'est l'élément essentiel pour ma part, mais encore on va le découvrir au fur et à mesure. On va avoir cette idée qu'on va au bureau pour rencontrer des gens. Moi, j'avais rencontré il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ça me paraissait très audacieux et ça l'est beaucoup moins vu aujourd'hui. J'avais rencontré des start-upers, enfin une grosse start-up américaine, j'étais alors chez Microsoft, qui travaillaient, dont les salariés travaillaient pour la plupart en télétravail, ce qu'on appellera, en tout cas, n'étaient pas sur site. Et les personnes que j'avais rencontrées m'avaient dit, c'était il y a 10 ans, m'avaient dit, moi quand je vais au bureau, aujourd'hui, j'y vais à peu près une fois par mois, c'est uniquement pour socialiser, c'est uniquement pour ça. Tout le reste, je peux le faire ailleurs, mais j'y vais, vraiment, c'est un moment fort, j'y vais pour socialiser. Alors on ne sera pas dans cet excès-là, enfin dans cet excès du télétravail, vraisemblablement dans ce qu'on va connaître, mais en tout cas, ça montre l'orientation. Alors, qu'est-ce que ça pose comme question derrière? Ça pose, encore une fois, la question de le rôle du manager là-dedans aussi pour orchestrer tout ça. Ça pose la question des aménagements. Alors, pas forcément, il y aura des gains d'espace de travail si on pousse le télétravail dans des proportions que j'évoquais à l'instant, mais ça va surtout, ça pose déjà... les entreprises qui travaillent très activement actuellement, les réaménagements des espaces avec un rééquilibrage entre les espaces de concentration de travail posté, à son poste de travail,
et les formes diverses et variées de socialisation, que ce soit des espaces de réunion dans toutes les configurations possibles qu'on peut imaginer, que ce soit des espaces de détente, des espaces sociaux. Donc ça, voilà, mon avis, la façon dont je vois les choses sur l'évolution du siège social. Je reviendrai très rapidement sur un autre sujet qui a été évoqué. Je pense que la question qui n'est pas celle de l'hybridité, mais du tout télétravail, donc à l'avenir, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle des postes pourraient exercer à 90% de leur temps à distance leur boulot, n'est pas totalement à écarter, parce que je pense que ce qui paraissait totalement inenvisageable il y a encore quelques temps devient une réalité. Donc je ne pense pas que ce qu'on appelle en bon français le work from anywhere, le WFA, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on travaillerait totalement à distance, concernera la majorité des entreprises. Néanmoins, je pense que ça crée des opportunités, des idées, ça va quand même turlupiner quelques boîtes, de se dire je peux trouver des compétences et je peux trouver dans ces compétences une forme d'équilibre acceptable pour elles à travailler à distance et être en total, finalement, d'être sur leur lieu de villégiature ou rester dans leur région géographique. Je pense que beaucoup de grandes entreprises doivent commencer à ouvrir un petit peu les portes à cette éventualité. Donc ce work from anywhere, il n'est pas totalement écarté, ce ne sera certainement pas, enfin de mon point de vue, le modèle dominant, mais aussi attention à ce que ça veut dire en termes de conséquences sur le marché de l'emploi local, avec des effets vertueux sur la régionalisation, avec des effets vertueux ou pas vertueux sur l'internationalisation. Mais ayons ça en tête comme une porte qui s'ouvre et qui, à mon avis, jusqu'à présent, était relativement fermée. Merci pour cet apport. On va parler maintenant de négociation. On est dans la concertation, hein, c'est ça pour le moment, Madame Pinchot. Puis on va devoir évoluer vers la négociation et puis on verra s'il faut légiférer ou pas avec le Benoît Serre, par exemple, ou avec François Bonnet. Alors, je pense que la réponse, elle est donnée, de mon point de vue. Légifération, de mon point de vue, il n'y a pas lieu d'être, tout simplement parce que la main a été redonnée et donnée aux partenaires sociaux à l'automne dernier et qu'on a abouti à un accord interprofessionnel qui n'est ni prescriptif ni contraignant pour certains. Pour autant, on voit bien que tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, tout ce qu'on met en évidence, on est sur des tendances, sur de l'adaptation, sur des principes qui doivent prendre en considération la réalité du travail, la réalité des activités, des entreprises, des aspirations des salariés à titre individuel, de la typologie de management, etc., etc. Donc, de mon point de vue, pour prendre en considération tout ça et pour donner les voies de passage auxquelles il faut réfléchir dans une entreprise sur la base du bon sens, hein, comme François Bonnet le disait tout à l'heure, l'accord interprofessionnel du 26 novembre 2020 permet de s'emparer de tous ces sujets-là. Donc, de mon point de vue, la réponse, elle est donnée. Il n'y a pas besoin de légiférer sur le sujet. Par contre, charge maintenant aux entreprises, aux employeurs comme aux représentants des salariés quand il y en a, ou aux salariés directement quand il n'y a pas de représentants des salariés, de discuter, de se mettre autour de la table et de regarder comment on a envie de travailler, effectivement quelles sont les aspirations individuelles des uns et des autres, y compris en prenant en considération le côté personnel, privé, familial, sans pour autant faire de l'intrusion, c'est pas du tout l'objet, me semble-t-il. Mais voilà, et de regarder qu'est-ce qui doit se faire. C'est ce qu'on appelle en fait le dialogue social. Et c'est ce qu'on prône. Et le dialogue social, ça passe à un moment donné, quand c'est possible, par une négociation, et c'est ce qu'on porte et c'est ce qu'on demande, parce que c'est mieux quand c'est négocié, parce que ça veut dire que collectivement, on est allé au bout du sujet dans le cadre... c'est de la conduite du changement, faire du dialogue social, hein, ni plus ni moins. Donc quand ça passe par une négociation, c'est mieux, c'est écrit, c'est noir sur blanc, les choses sont connues et sues de tout le monde, etc. etc. C'est pas forcément faisable partout. Et justement, je le redis, l'accord interpro permet quand même de donner un cadre, y compris là où il n'y a pas
là où il n'y a pas de cadre plus précis que ça. Et tout l'intérêt aussi, et ça a été dit, et tous les sujets qu'on a débattus depuis le début de cette table ronde le montrent, il y a un moment donné, l'intérêt, c'est aussi d'entendre ce que veulent les salariés et ce dont a besoin l'entreprise. Et comment faire pour que ça se rencontre. Et c'est ce qu'on demande aussi depuis très longtemps, c'est la mise en place d'espaces de discussion sur le travail pour pouvoir discuter de tout ça. Voilà. Et donc ça, c'est aussi une modalité très pratico-pratique et qui, de notre point de vue, je l'espère, se met en place depuis le retour sur site et la reprise sur site, et qui doit non seulement permettre de faire des retours d'expérience sur la manière dont le télétravail, le travail sur site, l'articulation entre les deux a été vécu depuis plus d'1 an, et comment on se projette dans l'avenir et comment on pense le travail de demain. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu autour de ça, et c'est tout ça qu'on appelle le dialogue social. François Bonnet, comment vous allez travailler chez vous dans votre cabinet? Sur la négociation, vous êtes déjà mis autour de la table? Oui, mais nous, en fait, ça se fait au fil de l'eau. Donc, l'enjeu pour moi est assez simple parce qu'on a une entreprise familiale qui est bicentenaire, avec qui on connaît le développement avec mes équipes parce qu'on a quand même fait 2,5 fois le chiffre d'affaires d'augmentation en moins de 10 ans. Donc, on est quand même sur un schéma de croissance, mais avec cet accompagnement de nos salariés. C'est-à-dire que je n'ai pas perdu de salariés depuis que moi j'ai repris la tête de l'entreprise familiale parce qu'on les a accompagnés dans ce changement. Avec la bienveillance, enfin tout ça, etc. Voilà. Donc non, moi pour ma part, je suis pas très inquiet. Après, oui, il y a tous ces sujets là qui arrivent d'un coup en fait, et je pense que le chef d'entreprise ou le dirigeant peut avoir un peu ce côté isolement en disant comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Voilà. Et après 1 an de confinement, enfin quand je dis 1 an, c'est cette année de Covid, etc. Je pense que des organisations patronales, syndicales, doivent être à l'aide de ces entreprises pour leur pousser différentes idées pour qu'ils puissent trouver la solution, parce que ça n'est pas forcément, comment dirais-je, naturel de trouver la solution qui va permettre télétravail, pas télétravail, dans quelle mesure, etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on se fasse aussi notre idée. Et donc, il faut qu'on pousse du contenu pour ça. Moi, je me suis, dans le groupe de travail du COMEX 40, on a beaucoup lu la NDRH, on a interviewé beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants qui pratiquaient à outrance le télétravail ou qui ne le faisaient pas du tout, pour nous faire une idée. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va prendre un certain temps, c'est l'acculturation de ces nouvelles techniques, de ces nouvelles méthodes, pour que les salariés soient bien et que du coup, l'entreprise puisse, avec ses salariés, faire de la performance. Benoît Serre, sur la négociation, sur légiférer ou pas, peut-être aussi? Non, je pense que je suis d'accord avec Catherine Pinchot. Légiférer sur le télétravail, ça n'a pas beaucoup de sens parce que les partenaires sociaux s'en sont emparés, donc on va éviter de normer. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Catherine Pinchot le sait, je n'étais pas farouche partisan de l'accord national interprofessionnel de novembre 2020. Non pas parce que je pensais pas utile, mais cette crise, sur un plan de la relation sociale, ou dialogue social, elle a démontré, je trouve, dans très très large majorité d'entreprises, une qualité du dialogue social sur le terrain, de créativité ou de création, parce qu'il n'y avait pas de normes, parce qu'on était en pleine crise, donc on aurait le protocole qui tombait à droite à gauche, mais voilà. Je trouve que l'avancée sur le dialogue social de cette crise, c'est qu'elle a montré que quand on laisse sur le terrain, dans l'entreprise, la direction et les représentants des salariés de cette entreprise trouver des solutions ensemble, ils les trouvent. Vous aurez noté qu'au premier confinement, alors c'est pas votre organisation, mais qu'au premier confinement, on a eu des droits d'alerte qui se promenaient partout, et qu'au deuxième, il n'y en a plus. Pourquoi? Mais parce que les gens ont trouvé des solutions sur le terrain. C'était plus un enjeu politique. Ce dont je me méfie un petit peu avec quelques années derrière moi, c'est que je voudrais pas que ça devienne un enjeu politique, autrement dit qu'on repasse par le haut pour normer, parce que ça pourrait tuer les évolutions du travail. Ça, c'est pour la partie négociation. Donc, je suis très favorable, tant qu'elle reste bien sur le terrain et qu'elle ne se promène pas à monter dans les branches, etc. Sur la législation, c'est pas sur ce point-là que ça va intervenir. Mais le Code du travail, il n'a pas été écrit pour ce monde du travail-là. Donc, c'est pas très grave, mais il a des incohérences, il empêche des choses qui vont devenir de toute façon indispensables. Alors évidemment, il y a
l'éternelle question, non pas du temps de travail, mais de son calcul. Si vous êtes 3 jours en télétravail chez vous, vous n'allez pas pointer chez vous. Ça n'a pas de sens. Donc, vous avez une question de la responsabilité. Parce qu'effectivement, la responsabilité de l'employeur sur la santé, les conditions dans lesquelles je travaille, quand je suis chez moi, mon fauteuil, on a tout vu pendant cette crise, c'était assez innovant d'ailleurs. Hein, entre certains qui voulaient qu'on paye une partie du loyer, d'autres qu'on a fait un fauteuil, le troisième point. Donc, mais non, mais c'est bien, ça poisonne, c'est plein d'idées. Mais je veux dire par là, c'est que la question, ça va être, est-ce que nous avons encore, est-ce qu'il ne faut pas relire une partie de la législation du travail, qui s'est quand même faite par sédimentation depuis un siècle, parce que, est-ce qu'elle est encore adaptée à ce monde du travail-là, quoi? Il y a certaines choses qui le sont. Il y a certains éléments de protection qui le sont, et il faut les garder, mais d'autres qui peuvent peut-être être révisés. Ça c'est un sujet de législation. Encore une fois, cette société du travail qui est accélérée par cette crise, qui n'est pas créée, mais qui est accélérée par cette crise, elle est là. Il faut donc que les acteurs de la vie économique dans ce pays, que sont les entreprises, les partenaires sociaux et l'État, comprennent qu'il va falloir adapter un certain nombre de choses. Je crois qu'avec le dialogue social, on l'a montré d'ailleurs, on arrive à créer une nouvelle normalité du travail. Ça serait dommage que le législateur reste en retard, parce que sinon, vous aurez un code du travail du monde d'avant pour le monde d'après. Et donc, ce sera encore plus incompréhensible. Après, il y a d'autres sujets qui... Donc, la législation, elle ne portera pas tellement là-dessus, mais sur la restauration de l'équité, on a vu pendant cette crise des choses intéressantes. L'extension de métiers dans ce qu'on appelle les forfaits jours, il y a eu la réduction des délais de consultation qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État. Mais si le sujet est apparu, la réduction des délais de consultation, très très vite après le début de la crise, c'est bien qu'il y a un sujet. Je ne dis pas qu'il faut le résoudre, mais qu'il y a un sujet. Donc ces législations, voilà, l'évolution du droit du travail aura lieu, pas sous l'effet du télétravail, mais sous l'effet de la nouvelle société du travail. Je vais me tourner vers Albert David, qui est à distance avec nous. Albert David, tout ça, ça restera, ça laissera une trace dans l'histoire, ce moment particulier qu'on vient de vivre, ce moment inédit? Oui, j'espère bien qu'on saura en faire quelque chose. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que pas forcément la peine de remonter dans les tours et de tout renormaliser et autres. Il y a plein d'ajustements sur le terrain, même si en France, on est un peu quand même dans une culture de l'égalité comme application à tous de la même norme. C'est compliqué. Dès que c'est un peu mieux à côté, ça pose des problèmes. Mais en tout cas, peut-être que ce moment de crise s'inscrit dans un mouvement plus large de refondation de l'entreprise qui se traduit notamment, par exemple, sur la loi Pacte avec les notions de raison d'être et d'entreprise à mission ou de société à mission. Et donc, cette refondation des missions fondamentales de l'entreprise, de son rôle dans la société, etc., à mon avis, c'est une toile de fond et un cadre structurant à l'intérieur duquel on peut essayer d'inscrire les évolutions à venir. Si on se rappelle aussi que fondamentalement, le management, c'est un art de l'ajustement et de l'intégration en contexte perpétuellement changeant. Alors encore, c'est une vieille définition, mais c'est ce dont on a parlé finalement. Là, la capacité du management, des dirigeants d'entreprise et des salariés et des collaborateurs avec, de s'ajuster et d'intégrer, d'évoluer et de rester entier. Donc moi aussi, je suis relativement optimiste, sauf que il n'y a pas que des bons managers. Et donc, il pourrait y avoir des retours de bâton. Le mauvais management pourrait revenir en force dans l'esprit fini la récré et au boulot. Et puis des gens qui retrouveraient une légitimité et une autorité en croyant revenir au monde d'avant. Mais sauf qu'il y a trop de choses qui auront bougé pour qu'on puisse réappliquer les mêmes choses. Alors, il ne faut pas être naïf non plus. Le management, ce n'est pas que de la bienveillance, du partage, de l'écoute, etc. Un certain Machiavel a écrit des trucs intéressants aussi. Si on veut regarder, il y a des manipulations acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Je pense aussi qu'on aura intérêt avec des choses relativement simples. Il y a des choses qui sont presque des axiomes. Par exemple, on pourrait poser un axiome qui est « c'est pas grave si j'ai mes amis au téléphone du moment que je les vois en vrai de temps en temps ». Voilà, ce genre de choses-là, typiquement. On pourrait aussi distinguer des régimes de travail à distance. C'est pas la même chose de travailler à distance en étant déconnecté, en étant tranquille en quelque sorte, et de travailler à distance en étant sans arrêt connecté en réunion, Zoom, Teams, etc. Et on sait que dans un cas comme dans l'autre, si c'est exagéré, ça crée des distances, ça assèche. On a tous vécu des journées entières de réunions à distance où on se retrouvait complètement asséché à la fin.
on discutait avec mes collègues professeurs et maîtres de conférences, qu'il nous arrivait paradoxalement d'avoir plus de voix qui faiblit ou d'attraction de voix après une journée de cours en Zoom ou en Teams qu'après une journée en amphi, alors qu'on parle beaucoup moins fort devant son ordinateur. Donc on parlait tout à l'heure du fait que nous sommes des animaux analogiques, et ben c'est vrai. Donc on aura besoin de quelques petites façons d'y voir clair localement pour que ce qui était évoqué tout à l'heure comme ajustement vertueux sur le terrain puisse se passer correctement. Il faudra construire et entretenir des solidarités. Il faudra aussi considérer que ça dépend un peu des boulots dont on parle. Le fait que ce soit facilement télétravaillable ou pas, on parlait des raisons d'aller au boulot. Il va en falloir des bonnes, des raisons, et pas uniquement parce qu'il y aura une bonne machine à café ou une ambiance sympa. C'est que selon que vous êtes un travailleur du clic à un extrême, ou que vous avez un boulot tel que c'est super utile dans votre travail lui-même de rencontrer des gens, y compris par hasard. Moi, quand je viens à l'université, c'est pas pour être tout seul dans mon bureau parce que j'ai la chance chez moi d'être tranquille si je veux. En revanche, rien qu'entre le hall et mon bureau, si j'ai fait mon petit circuit comme il faut, j'ai peut-être croisé des gens et j'aurais peut-être eu des nouvelles idées, fait avancer des dossiers, etc. On connaît tout ça, c'est vieux comme le monde. Mais là encore, il va falloir quelques petites lunettes un peu astucieuses pour distinguer les situations et puis avancer en bonne intelligence. Voilà. Et encore une fois, c'est Fayol, ce grand patron du début du XXe dont je parlais tout à l'heure, qui disait par exemple, un des principes de management, c'est plutôt la centralisation. Il disait ça en 1916, mais parce qu'il faut une sorte d'unité de commandement et il comparait l'entreprise à un être vivant avec un cerveau. Bon, ça vaut ce que ça vaut vu d'aujourd'hui, mais quand même, sauf que il ajoutait une sorte de règle au niveau au-dessus qui est la centralisation n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est une question de mesure. Et voilà, je reviens à ce qu'on disait au début, cette capacité d'agir avec mesure, avec discernement, de repérer des choses un peu subtiles. Voilà, ça fait partie des qualités du manager. Et après, comme c'était bien dit, il y a un cadre réglementaire, il y a des partenaires sociaux, il y a des façons de négocier l'évolution de ces choses-là. Mais il faut une structure d'écoute un peu créative et un peu astucieuse pour transformer tout ça de la bonne façon. Merci Albert David. On va parler de cybersécurité parce que c'est un des enjeux, c'est quelque chose sur lequel on a peut-être ouvert des portes. Vous y avez réfléchi au COMEX 40 du MEDEF, François Bonnet, à cette question de la cybersécurité, cette exigence qu'ont les entreprises et ce besoin. Oui, on y a réfléchi et puis moi dans mon métier, dans l'assurance, je le vis au quotidien. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs rigolo parce que quand on est arrivé à la première conférence que vous avez faite, ils ont parlé de détox. On n'avait pas commencé le congrès du télétravail que déjà on parlait du détox digital. Bon. C'est pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, on veut tout digitaliser très rapidement. Voilà. Et je prendrai l'exemple qui est le suivant, si vous le voulez bien. En France, j'ai un client, une industrie, il fait du thé. D'accord ? Et donc, il a, en protection incendie, il a des robinets d'incendie armés, donc c'est les lances qu'on voit sur les côtés. Ils ont des extincteurs, ils ont des alarmes incendie, ils ont un document unique. Ils ont bref la panoplie parce que c'est le résultat d'expériences engrangées depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle, où on a appris à maîtriser nos outils, à réduire les risques et à les prévenir. Bon. Et puis je vais en Inde, il y a 4-5 ans, et l'usine fait la même chose, et elle a un seau de sable à côté des machines. Et l'usine est en bois. Et bien en fait, c'est le même parallèle qu'on a sur la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on digitalise à fond la caisse. Il y a quand même la notion de RGPD, de protection des données, sur lesquelles quand même on est assez dur, assez sévère, hein, même pour une grande entreprise, mais également pour une petite entreprise, d'accord ? Et on digitalise, on déverse notre contenu. Alors si c'est que le nôtre, à la limite, moi ça ne me dérange pas trop, mais si c'est celui des autres, on commence quand même à aller un peu plus loin. Et avec cette notion de pouvoir se faire piller les données un peu partout. Il y a quand même une notion de géopolitique dans la cybercriminalité, d'accord ? Il y a quand même une notion de concurrence. Donc on digitalise tout ça et pour autant, on n'a pas encore le retour d'expérience pour réussir à sécuriser nos données. Voilà. Est-ce qu'on manque d'un écosystème en France qui permettrait ce stockage ? C'est vrai que souvent on fait appel aux GAFAM, on a un problème de souveraineté des données. Oui, là aujourd'hui, 80% des boîtes du CAC 40 sont hébergées sur Amazon et des choses comme ça. Donc c'est un sujet pour moi qui est clairement un sujet de souveraineté. Voilà. On a eu des très bonnes idées à un moment d'aller sur le nucléaire, on en a fait la référence, d'aller sur l'aéronautique, on en a fait la référence mondiale.
Pourquoi est-ce qu'on ne s'emparerait pas du sujet de la sécurité informatique? Déjà pour nous, on l'a bien vu aussi, quand au début du confinement quand même, il fallait des masques. Ah zut, ils sont où les masques? Ils sont faits en Chine. Ah zut, alors comment on fait? Ah bah tiens, il y a des petites PME industrielles textiles qui pourraient peut-être... Ah bon, il reste des PME industrielles textiles, ouais, ils vont nous faire des masques, ouais, c'est chouette. Et on les a fait bosser, et on les a trouvés, donc on était bien contents de les avoir. Alors, ces sujets-là, c'est-à-dire que comment je fais pour que mon pays puisse être... on ne sera jamais autonome, mais puisse être le plus souverain possible sur ce sujet-là, pour nous prémunir contre les attaques qu'on peut avoir. La cybercriminalité aussi, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'elle a un impact beaucoup plus large que je me fais pirater mon système. Il a des répercussions, des conséquences sur la production. Si je me fais pirater mon système et que mes machines sont digitalisées, mes machines de production, je ne peux plus travailler. Donc qu'est-ce que je fais de mes salariés pendant ce temps-là? Donc ça a un coût pour l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, dans les assureurs, ils aiment bien avoir les statistiques et les données, etc. Mais on n'a rien aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on travaille ce sujet-là. Et l'État, avec le sujet RSE, qui quand même est pour moi un gros morceau qu'on ne voit pas venir dans nos entreprises encore, mais qui va être un gros morceau où l'État souhaite peut-être un peu nous intégrer, nous, les entreprises, dans ces sujets-là. Eh ben, si on peut rendre ce service-là de filer un coup de main aux salariés et un bon équilibre dans la responsabilité sociétale des entreprises, eh ben, est-ce que l'État ne peut pas prendre à sa charge avec nous de construire cette souveraineté de la sécurité informatique? C'était bien de parler de cybersécurité, c'est vrai, c'était le contexte de cette émission qui le veut, hein, puisque vous repensez à notre rapport au travail. Le rapport au travail passe aussi par le digital, le numérique. Yves Grandmontagne, c'est une affaire de RH aussi? C'est une affaire de gestion du personnel, de gestion humaine? Oui, oui, évidemment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité, hein, donc je ne vais pas sur le terrain de la technique. Mais ce que je pense, c'est que toutes ces questions relatives à la sécurité des données, etc., n'ont pas attendu le télétravail pour se poser. Et je ne suis pas certain que le télétravail, qui est notre sujet, soit un élément d'aggravation importante des risques liés de cybersécurité. En revanche, oui, c'est un sujet RH parce qu'il faut sensibiliser, mais même en travaillant en bureau, hein, la question se pose depuis des années. On n'a pas attendu que les gens soient en télétravail pour que les entreprises se fassent pirater. Le risque, il est réel. Il relève parfois de pratiques déjà de bon sens des personnes qui travaillent. Hein. On connaît tous les anecdotes des personnes qui se faisaient pirater leur PC dans des espaces publics parce qu'elles ne mettaient pas le code lorsqu'elles se levaient et allaient s'absenter. Voilà, donc ça relève de pratiques de bon sens auxquelles il faut sans arrêt, et c'est le travail des services informatiques et des RH en général dans les entreprises, que de sensibiliser, de former, pour ne pas, avec des mauvaises habitudes, en tout cas du point de vue des personnes qui travaillent, ouvrir les risques. Voilà, évidemment des considérations beaucoup plus techniques et structurelles des services informatiques pour procéder, pour mettre en place les bonnes protections, les bons pare-feux et autres protections, si les personnes sont en situation de télétravail, si elles ne sont pas directement sous la protection du réseau local. Mais encore une fois, le télétravail, en général, avec les outils qui sont utilisés, la question s'est posée néanmoins, alors je n'ai pas du tout d'idée là-dessus sur certaines messageries, certains outils, dont celui que nous utilisons actuellement, quant à leur sécurité versus d'autres a priori plus protégés. Mais enfin bon, encore une fois, c'est peut-être, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais les questions se sont posées. Le télétravail ne me semble pas être une source de risque d'aggravation vertigineuse du risque en termes de cybersécurité. Merci Yves Grandmontagne pour cet apport également. Il y a une conférence sur le thème de la cybersécurité, justement, comment se prémunir. C'est entre 17h et 18h aujourd'hui dans le cadre de ce congrès du télétravail. Vous pourrez suivre cette conférence, évidemment, aujourd'hui encore sur congrestélétravail.com. On va refermer ce rendez-vous. Un mot de la fin, je vous laisse une petite trentaine de secondes pour conclure. Je commence avec vous, Madame Pinchot, tout d'abord, Catherine Pinchot. J'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine pour regarder dans un an où est-ce qu'on en sera sur toutes ces questions-là, parce qu'effectivement, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés. J'avais juste envie de rebondir sur la question du temps de travail.
parce qu'à mon avis, indépendamment de la question de la durée du travail, il y a vraiment la vision de qu'est-ce que c'est que travailler, et est-ce qu'on est sur une durée ou est-ce qu'on est sur un objectif. Et on discutait aussi de la potentielle semaine de 4 jours avec le télétravail, etc. Dans le cadre de notre rapport au travail, nous, on a développé une idée qui est un peu différente, c'est de repenser le temps de travail sur l'ensemble de la vie professionnelle, parce qu'il n'y a pas forcément que la semaine, mais il y a aussi des besoins qui peuvent être différents selon notre âge, notre équilibre dont on a besoin, nos envies personnelles, professionnelles, etc. Et donc sur le temps de travail, pour le coup, là il y a des choses à faire, mais pas forcément que par le biais du télétravail. Je pense que prendre le sujet du temps de travail que par le biais du télétravail, c'est une entrée, mais il faut pouvoir ouvrir plus loin. Et là on est dans notre rapport au travail. François Bonnet. Je dirais, restons des enfants de 2 ans. À 2 ans, on ne sait pas grand-chose et on pose des questions pour avoir la réponse. Et quand on est manager, cette situation est inédite. Donc on n'a pas la vérité juste avec soi-même. Voilà. Donc on doit aller poser nos questions. Donc il y a tout un tas de gens qui peuvent nous aider à répondre à ces questions. Et donc je pense, voilà, restons des enfants de 2 ans, allons poser des questions pour trouver le chemin qui va le mieux pour l'entreprise et pour le salarié. Yves Grandmontagne, je viens vers vous, même question, même chose, en tout cas 30 secondes pour conclure. Oui, exactement ce qui vient d'être dit. Je partage le fait qu'on entre dans une nouvelle phase qui n'est pas celle d'avant, qui n'est pas celle du confinement, qui est celle d'un moment où des équilibrages ou des rééquilibrages vont s'opérer. On sait que ça va être un peu différent en termes de temps de travail, que ça va avoir des conséquences multiples sur la façon de fonctionner, même des effets collatéraux autres qu'on n'a même pas mentionnés. Mais donc, ce que je pense nécessaire, c'est que les entreprises se mettent en situation, pas forcément d'y consacrer toute leur énergie, il faut qu'elles fassent leur boulot, mais qu'elles créent les conditions pour s'y intéresser et l'ajuster et intégrer les parties prenantes pour que ça se passe au mieux, que ça se mette en œuvre de la meilleure manière. Merci Yves Grandmontagne. Benoît Serge, je reviens avec vous pour la conclusion. Votre conclusion ? C'est difficile. Moi, ou une ouverture, on peut aussi ouvrir. Non, mais il y a des sujets qu'on a peu abordés, ça a été très peu abordé tout à l'heure, un peu tout de même, qu'effectivement la question de la RSE, avec enfin la partie S qui a retrouvé une nouvelle jeunesse avec cette crise, alors qu'on était très concentré sur la partie environnementale. Je pense qu'effectivement la société du travail change, mais elle va changer de plus en plus rapidement, mais je suis de nature optimiste, je suis sûr qu'elle ne changera pas comme on l'imagine et qu'elle sera encore plus innovante. Le problème, le sujet, c'est notre vitesse d'adaptation, notre environnement du travail. C'est-à-dire qu'on a évoqué plein de sujets aujourd'hui. On a quand même encore un pays, la France en l'occurrence, qui est très structuré par le salariat, par le CDI, essayer d'obtenir un logement, de louer un appartement sans CDI, sans établir votre fiche de paye depuis 3 mois, etc. Donc on a quand même une société qui est organisée autour de ça et on voit bien que la liberté dans le travail, elle suppose d'autres formes de relations contractuelles entre l'entreprise et les salariés. Ça va remettre en cause, positivement, le schéma de la protection sociale. Aujourd'hui, il faut mieux être salarié dans une grande boîte que dans une petite, il faut mieux être salarié qu'indépendant. Regardez la catastrophe de la protection sociale des indépendants. Voilà, donc le sujet, il est là. Et autrement dit, je suis optimiste parce que ça va évoluer dans le bon sens, sauf si l'autorité, les pouvoirs publics, législatives, n'est pas capable, avec tous ses partenaires, donc les entreprises, de comprendre qu'il faut qu'elle change son système, sinon ça créera ça freinera en fait cette évolution du travail, souhaitée par les individus et, je le crois, souhaitée par les entreprises. On va refermer avec vous, Albert David, ce rendez-vous, cette émission sur l'inédit et les bouleversements, puis le rapport au travail dans cette ère post-Covid. Oui, je crois qu'il y a un modèle implicite encore en management qui est celui de la grande entreprise de la deuxième révolution industrielle, une entreprise intégrée verticalement avec des lieux de travail où il faut masser des gens à côté des villes, etc., si je force le trait. Et on nous a annoncé depuis un petit moment maintenant une sorte de troisième révolution industrielle avec des couplages télécom, énergie un peu différents et du coup des possibilités de production tous azimuts en délocalisé du moment qu'on a des connexions haut débit. Et encore, ça ne fait que commencer. Et donc ça veut dire qu'au-delà de l'intégration verticale, il va y avoir de l'intégration latérale, des effets
d'ajustement de réseau, des effets d'entrepreneuriat local ou d'intrapreneuriat à tout niveau. Et les gens aiment ça une fois qu'ils y ont goûté. Et donc, je pense que moi aussi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on peut garder les rênes à condition d'être un peu bon et du coup que les clairvoyances et les énergies puissent se coupler pour qu'on fasse avancer tout ça de la bonne façon. Mais d'un autre côté, il y a peut-être aussi un déficit de conversation et d'échange, hein, au-delà de ce que font habituellement les partenaires sociaux. Comment est-ce que les salariés, les citoyens vont discuter de tout ça? Parce que refonder l'entreprise, c'est aussi une affaire de société et donc c'est une histoire de débat démocratique aussi. Donc vu comme ça, c'est ambitieux. Et d'un autre côté, en regardant tout ce qui se fait de bien ici ou là, c'est quand même bien le diable si on n'arrive pas à faire évoluer les choses de la bonne manière. Merci à tous les 5 de vos apports, vos témoignages. Le congrès du télétravail, évidemment, continue sur congrèstélétravail.com avec des ateliers gratuits et le cycle de conférences dont vous trouvez le programme sur le site internet. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.